Donc moi, je rappelle un peu qui je suis, hein. Je suis Bérénice Dondiane du Mouvement pour l'économie solidaire. Nous sommes un réseau régional qui œuvre sur la région Occitanie avec un cœur de plaidoyer beaucoup autour de la question de la démocratie économique et de la transition, des questions de transition et de transformation des modèles socio-économiques. Et on travaille aussi sur la question d'ancrage au territoire. C'est un peu nos trois piliers. On fait partie du mouvement pour l'économie solidaire. On est impliqué aux côtés de Toulouse Métropole dans le dispositif Toulouse Impact. Et c'est dans ce cadre que nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Florence Janicatrice, puisque la question de l'évaluation est pour nous un sujet central au sein du mouvement pour l'économie solidaire, parce pour nous, on y questionne à la fois la question du commun, la question de l'intérêt général, la question de comment les structures ESS participent à cela, et aussi comment, dès lors qu'on parle d'évaluation, l'ensemble des parties prenantes sont bien associées. Il nous semble important de retravailler sur les finalités de l'évaluation, et c'est pour ça qu'on a le plaisir d'accueillir Florence Janicatrice, qui est économiste, professeure des universités à Lille, qui est spécialisée dans l'évaluation des performances et de la croissance dans une économie de la qualité. Elle va nous expliquer ce qu'elle entend par là. Et j'oublie d'accueillir Jessica Digraine du réseau Ygraine. Bonjour Jessica. Et donc, elle a beaucoup travaillé sur les questions d'indicateurs de richesse, un sujet bien sûr très intéressant. Questionner la question de la quantification en sciences sociales et l'évaluation des politiques publiques. Donc, je laisse la parole à Florence et qui va, je pense, nous éclairer. À toi, Florence. Alors, je ne sais pas si je vais vous éclairer, mais je veux bien partager avec vous quelques-unes de mes réflexions que je mène effectivement depuis quelques années autour de ces questions. Bérénice a été suffisamment convaincante pour que je prenne un peu de mon temps pour venir discuter avec vous autour des enjeux de l'évaluation, notamment de l'utilité sociale et de l'impact social, socio-économique et d'autres. C'est pour ça que j'ai mis ETC dans mon titre. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé, je continue à beaucoup travailler sur ces questions depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai cofondé une chaire en économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-France avec Laurent Gardin, qui est un sociologue de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Et j'ai fondé aussi un master en économie sociale et solidaire. Ça, c'est pour ceux qui cherchent des masters pour l'an prochain. Et qui est un master plutôt en économie institutionnaliste ou encore dit hétérodoxe et qui comporte un parcours de formation qui s'appelle APIES, Action publique, Institutions, Économie sociale et solidaire, et donc dont les questions d'enjeux de l'évaluation, évidemment, sont un peu au cœur de ce master, même si elles ne le résument pas entièrement. Alors, je vais vous proposer, alors il faudrait que ça puisse tourner, voilà, je vais vous proposer un topo en 3 temps, en essayant de ne pas dépasser les 40-45 minutes, de telle sorte qu'on ait quand même le temps de la discussion. Autour de la problématique de la mesure de l'utilité sociale d'abord, ensuite le glissement subreptice que certains n'ont pas vu de l'utilité sociale à l'impact social, mais en fait pour cela vous auriez pu aussi entendre de manière encore plus éclairante que moi une ancienne de mes doctorantes, Marion Studer, et qui a soutenu une thèse brillante, qui a reçu plusieurs prix et dont je vais parler un peu, et puis en guise un peu d'ouverture de conclusion sur les nouveaux enjeux peut-être que tout cela pose, le terme enjeu étant un peu le cache-sexe d'un éclectisme autour des perspectives qui s'offrent à nous, à vous, à nous chercheurs, à vous praticiens, etc. Alors, je vais quand même commencer par une petite introduction pour essayer de placer correctement le propos en disant, comme je le fais souvent quand je présente des travaux autour de l'évaluation, je pense qu'il faut. Je pense que l'évaluation a toujours existé, parce que l'évaluation, au fond, prise de manière générale, ça signifie mettre de la valeur sur quelque chose. Évaluer au sens étymologique, ça veut dire mettre de la valeur sur quelque chose. Donc les gens, les citoyens, les acteurs, d'une manière ou d'une autre, ont toujours estimé de manière
de manière intuitive ou de manière plus organisée, si ce à quoi ils étaient occupés était un peu plus ou moins en phase avec ce qui était attendu d'eux. C'est-à-dire que moi-même, je suis un petit peu inquiète de savoir si ce que je vais vous présenter est plus ou moins en accord avec vos propres attentes. Donc, finalement, faire société, c'est toujours un peu ça, s'ajuster en permanence de manière plus ou moins formelle pour savoir si ce qu'on fait est à peu près soit en lien avec nos propres attentes, soit en lien avec les attentes des gens avec qui on est en interaction. Donc, de manière très générale, l'évaluation a toujours existé. Mais aujourd'hui, l'évaluation et les modalités de l'évaluation se sont absolument transformées d'une manière assez spectaculaire sur les 30 dernières années, disons au moins 3 décennies, et de manière encore plus exacerbée depuis 2 décennies. D'abord, l'évaluation est devenue de plus en plus hétéronome, c'est-à-dire que les règles qui structurent l'évaluation ne sont plus forgées par les acteurs eux-mêmes, mais sont forgées par des entités qui leur sont extérieures. Donc, les règles sont plus imposées aux acteurs qui sont soumis à des évaluations. Donc, on n'est plus dans l'autonomie, mais dans l'hétéronomie. Deuxièmement, l'évaluation, elle est de plus en plus institutionnalisée. On voit de plus en plus d'acteurs qui participent de cette institutionnalisation de l'évaluation dans toutes ses formes, et puis qui va avec l'hétéronomie et l'institutionnalisation. Les modalités de l'évaluation sont de plus en plus standardisées, normées, mondialisées. Et évidemment, la standardisation et la normalisation de l'évaluation ne laissent pas les acteurs, ni même ceux qui le font, indemnes. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, ou en tout cas je vais cheminer avec vous là-dessus, parce que je ne vise pas non plus à vous éduquer. C'est juste une petite brique pour pouvoir réfléchir ensemble. Alors, sur la première partie sur les enjeux, oui, l'évaluation des politiques publiques progresse de toute évidence. Je vais vous mettre de côté pour que je puisse voir moi-même mon PowerPoint. Donc, l'évaluation des politiques publiques progresse. Voilà, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La performance totale, nouvel esprit du capitalisme » dès 2012, dans lequel j'essaie d'éclairer un petit peu l'expansion de cette évaluation des politiques publiques. Elle progresse en légitimité, elle progresse en volume et elle progresse dans sa nature. Parmi les raisons de cette expansion de l'évaluation des politiques publiques, c'est la maîtrise des dépenses publiques, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un lien tout à fait concomitant et qui n'est pas qu'une coïncidence entre l'évaluation des politiques publiques et la volonté de l'État de maîtriser les dépenses publiques, mais qui est une jolie rhétorique pour réduire la voilure finalement de l'État social en particulier. Alors, une des raisons pour lesquelles l'évaluation des politiques publiques progresse en particulier dans le grand champ de l'économie sociale au sens la plus large possible, c'est que les acteurs de l'ESS sont de plus en plus considérés, en tout cas par les acteurs publics, comme étant des acteurs en délégation de services publics. Et évidemment, lorsque l'on joue sur le couple ou le vecteur maîtrise des dépenses publiques, évaluation des politiques publiques et délégation de services publics, il y a un risque vraiment de voir progresser le tri dans les aides et les soutiens, parce que lorsque vous mettez en place des méthodes standardisées, et je pense que ce n'est pas qu'un fantasme. Lorsque vous mettez en place des méthodes standardisées, vous prenez le risque finalement de pouvoir sélectionner sur une base un peu scientifique, pseudo-scientifique, des projets qui seront supposément plus efficaces, ayant plus d'impact que les autres, au détriment d'autres, et sur une base peut-être, en tout cas a priori dépolitisée, ce qui pose des problèmes évidemment autour de l'intérêt général notamment. Deuxième grande tendance dans l'évaluation des politiques publiques aujourd'hui, c'est qu'on entend de plus en plus, et c'est j'appuie mon propos sur l'ouvrage, par exemple, d'Étienne Wasmer et Marc Ferrassi. Marc Ferrassi, qui était avant un conseiller très proche du président Macron et qui aujourd'hui est un député très en vue de la sphère du pouvoir en place, et qui a écrit avec donc Étienne Wasmer un ouvrage qui s'appelle « État moderne, État efficace ». Et dans cet ouvrage « État moderne, État efficace », en gros, ce que disent les deux économies, c'est qu'un État, pour être moderne, doit se laisser
laisser évaluer par des méthodes rigoureuses et évidemment doivent éventuellement se laisser évaluer par des acteurs qui évaluent en toute indépendance et qui peuvent être des acteurs issus du monde académique ou du monde de la consultance. Et donc là aussi, ça renforce le risque d'hétéronomie. Et la troisième étape, c'est évidemment, on retrouve ça dans les travaux encore plus récents, si nécessaire, puisque un État, pour être moderne, il doit se laisser évaluer par des méthodes rigoureuses, si nécessaire, si les méthodes rigoureuses nécessitent que les résultats doivent être mesurables, eh bien, il faut modifier le contenu de la nature des politiques publiques éventuellement, les décomposer en petites actions de telle sorte que chacune de ces actions soit mesurable. Donc, en gros, l'objectif devient la mesurabilité des actions. Et si les actions ne sont pas en soi mesurables, alors il faut les décomposer en actions qui soient mesurables de telle sorte qu'elles soient évaluables et de telle sorte qu'ensuite l'État soit moderne et efficace. Et donc, on voit bien qu'à la fois, on a une transformation dans la légitimité de l'évaluation des politiques publiques, que l'évaluation des politiques publiques progresse. Mais si je dis que la nature des politiques publiques est transformée, et donc transforme même jusqu'à l'identité de l'État, c'est que, évidemment, il ne serait pas très difficile de montrer que toutes les actions de l'État sont sans doute pas mesurables, ou ce qui est peut-être le plus important, ce qui compte le plus n'est peut-être pas mesurable, et du coup finit par échapper, si on va jusqu'au bout de cette logique, finit par échapper à l'action publique, puisque c'est la mesurabilité qui fait la légitimité de l'action publique dans une vision jusqu'au boutiste de l'évaluation. Alors évidemment, ça a des risques, des risques élevés d'une double dissolution, ce que je montre déjà dans mes travaux, une dissolution de l'évaluation dans la mesure et une dissolution de ce qu'on pourrait appeler l'évaluation des politiques publiques dans la mesure de la performance des services publics. Là, je suis dans l'espace plutôt service public, mais vous allez voir qu'il y a de l'analogie avec ce qui se passe dans l'économie sociale. Risque élevé de dissolution donc, de l'évaluation dans la mesure, donc c'est une dissolution, j'allais dire horizontale par rapport à ce qu'il y a sur le PowerPoint, et une dissolution, un risque de dissolution de l'évaluation des politiques publiques vers la mesure de la performance des services publics. Alors pourquoi ? Parce que mesurer, ça c'est les travaux vraiment de la sociologie de la quantification, notamment d'Alain Desrosières, qui nous le disent depuis longtemps. Mesurer renvoie à une épistémologie vraiment très très réaliste, avec l'idée que la réalité, la vérité préexisterait à la mesure et qu'au fond, la mesure ne ferait que dévoiler la réalité. Et ça, c'est vraiment une épistémologie très naïve, très réaliste, très physicaliste aussi, qui laisse entendre qu'au fond, la hauteur d'un pont, on peut la mesurer avec un outil et il suffit d'utiliser l'outil pour mesurer ce qu'on a à dévoiler. Évidemment, en sciences sociales, c'est beaucoup plus compliqué que ça et évaluer… ces deux choses, c'est à la fois émettre un jugement qui peut être contradictoire sur quelque chose. Mettre de la valeur, c'est accepter l'idée que derrière la valeur, il y a une représentation du bon, du bien et du désirable, et que tout cela nécessite un certain nombre de conventions collectives pour dire ce bon, ce bien, ce désirable. Autrement dit, lorsqu'on accepte l'idée qu'on ne mesure pas mais qu'on évalue, il y a forcément une sorte de perspective politique derrière, au sens le plus noble possible, du bon, du bien, du désirable. Et puis deuxièmement, ça laisse entendre aussi que lorsqu'on finit par mettre une quantité quelque part sur quelque chose pour dire d'évaluer ou de mesurer, eh bien, la mesure ne vient pas simplement refléter une réalité, elle vient l'instituer. C'est-à-dire que, par exemple, si je mesure la pauvreté avec un certain nombre d'outils, je viens aussi déclarer qui est pauvre de qui n'est pas pauvre. Et évidemment, lorsqu'on ne fait pas que dévoiler une réalité, mais qu'on l'institue, ça donne aussi un pouvoir à la mesure qui est absolument considérable. Et donc, lorsqu'on utilise le langage quantitatif, et lorsqu'on accepte l'idée qu'on ne fait pas que refléter, mais qu'on institue, eh bien, évidemment, il est nécessaire de se demander dans quelle mesure il y a un jugement contradictoire qui est permis, ou bien si des acteurs, quels qu'ils soient, peuvent s'auto-déclarer les seuls
les seuls acteurs qui peuvent instituer la réalité. Donc ça, c'est vraiment le premier point, cette dissolution entre évaluation et mesure qui me semble absolument importante. Et la deuxième, c'est que le glissement de l'évaluation des politiques publiques est déjà en soi problématique vers la mesure de la performance des services publics, elle est vraiment très forte, c'est-à-dire que si vous décomposez, ça date de la RGPP et puis de la LOLF, si vous décomposez des grandes politiques publiques en petits programmes, en petites actions, dans l'ouvrage par exemple de Wasmer et Ferrassi, il disqualifie la politique la politique de réduction du temps de travail, non pas sur la philosophie de la réduction de la durée, mais sur l'idée selon laquelle c'était une politique beaucoup trop complexe avec des multifinalités et que ces multifinalités ne peuvent pas être évaluées par les évaluateurs, c'est trop compliqué et donc il discrédite la loi de réduction du temps de travail sur l'idée que ça ne voulait pas simplement réduire le temps de travail, mais ça voulait aussi mieux permettre une meilleure conciliation des temps entre les hommes et les femmes, entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle, et tout ça distille, c'est trop complexe, c'est trop touffu, c'est trop opaque, et qu'il vaut mieux des petits programmes très clairs que les évaluateurs pourraient évaluer. On retrouve ça dans un certain nombre de... Enfin, j'espère que ça fait écho à vos oreilles, parce qu'on retrouve ça évidemment dans le SS d'une manière encore plus spectaculaire lorsque des évaluateurs viennent dire non mais ça je peux pas l'évaluer, il faut que vous décomposiez votre action en petits bouts d'action, et ça là-dessus je pourrais dire quelque chose qui évidemment fait perdre la nature même de ce qui est étudié. Et donc évaluer les politiques publiques quand même dans sa grandeur, ça signifie, si on accepte l'idée générique que j'évoquais autour de ce que c'est l'évaluation, ça laisse entendre quand même qu'on a en toile de fond un État social qui est garant des droits fondamentaux, des libertés, de la cohésion sociale, de l'égalité d'accès pour tous. Bon, évidemment, peut-être une vision un peu irénique de l'État social, mais qui était quand même un horizon commun depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, depuis le Conseil national de la résistance, depuis la construction de la sécurité sociale. Après tout, je ne vais pas laisser ces grandes idées uniquement au pouvoir en place aujourd'hui. Il faut aussi que nous soyons capables de nous rapproprier ces idées dans ce qu'elles avaient de plus superbe, même si évidemment ensuite dans la mise en œuvre ça n'a pas toujours été celui-là, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les politiques publiques, elles sont au service d'un État social garant des droits fondamentaux, des libertés, etc. Mesurer les performances des services publics, c'est autre chose. L'État social, ça devient un État prestataire de services, de même que parfois certains acteurs de l'ESS deviennent des prestataires de services. D'un public qui n'est plus un public, mais qui devient un usager, jusqu'au jour où il devient client consommateur, et la dissolution de la performance collective de ce qu'est une politique publique dans son sens large et du progrès social qui l'accompagne, est dissolue dans une collection de petites performances. La performance des individus, la performance, je sais pas, dans l'éducation nationale, la performance d'un prof, dans l'enseignement supérieur, la performance d'un chercheur, le nombre d'articles qu'il a publiés dans des revues que personne ne lit, qui devient vraiment l'indicateur central de ce qu'est la performance, et la somme de ces performances est censée faire la somme de la performance de la recherche en France, ce qui évidemment fait perdre l'intérêt général de vue de tout le monde, ou alors, j'y reviendrai plus tard, l'intérêt général alors peut être redéfini par des acteurs du lucratif, comme c'est le cas actuellement avec l'investissement social. Alors, ça, c'est dans un contexte cognitif aussi particulier, spécifique, qui fait que on peut parfois me qualifier de schizophrène, mais j'accepte cette critique parce que je pense que le monde est schizophrène. Un contexte cognitif spécifique parce que c'est difficile de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. On pourrait dire, supprimons toute évaluation. C'est plus compliqué parce qu'actuellement, quelques indicateurs sont devenus très, très hégémoniques dans notre manière de nous représenter la réussite d'une action, d'un territoire, d'une région, d'un pays, etc. etc. Et un certain nombre, et quelques indicateurs de moyens sont devenus des finalités en soi. Au niveau macroéconomique, le PIB, la croissance, l'emploi, et d'ailleurs au niveau des territoires, l'emploi est souvent un petit peu la jauge essentielle qui permet d'évaluer l'attractivité, la qualité d'un territoire, etc., etc. Bon.
Et on est obligé de tenir compte du fait qu'on est dans un contexte cognitif, celui-là particulier, qui a fait valoir que quelques indicateurs hégémoniques ont pris le dessus sur la manière de se représenter le monde et sur la manière de mettre de la valeur sur le monde, sur le vivre ensemble d'une certaine manière. Et donc, on est sur un fond de quantophrénie, c'est-à-dire une obsession du chiffre. Alors, qu'est-ce que ça signifie la quantophrénie? Pour reprendre le terme, le néologisme de Sorokin, qui est un sociologue russe, l'idée, c'est que le chiffre, finalement, est une sorte d'argument principal et que c'est le seul argument possible à mettre en avant pour donner à voir l'effet d'une quelconque action, que ce chiffre serait pareil d'une forme de neutralité axiologique, c'est-à-dire que le chiffre serait toujours neutre en valeur, alors que je vous ai dit au fond, évaluer, c'est mettre de la valeur sur quelque chose et que c'est impossible de fixer des chiffres indépendamment d'un enchâssement politique. Et tout cela est aussi en lien avec des sortes de gouvernementalités scientifiques qui sont en train de prendre le dessus, c'est-à-dire que, au fond, le politique ne se limiterait à prendre des décisions qu'à partir du moment où les académiques ou ceux qui les accompagnent auraient énoncé quelque chose. Et en même temps, donc voilà, ça c'est le premier point, c'est ce contexte est là. Et en même temps, il faut reconnaître que les indicateurs sont de puissants coordinateurs de l'action collective. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple tout à l'heure de la pauvreté, comment puis-je, de mon côté, dire quelque chose de la pauvreté si je n'ai pas en sus de monographies, d'expériences de vie singulières qui peuvent être évidemment une succession d'expériences de vie singulières qui ne soient pas en même temps complétées d'un certain nombre de manières de quantifier, de nous représenter comment évolue la pauvreté aujourd'hui, hier, sont des éléments qui sont extrêmement importants à la fois pour nous représenter le monde et en même temps pour coordonner l'action des acteurs. Un de mes sujets actuellement qui semble un peu éloigné mais qui n'est pas tant que ça, c'est la mesure de l'inflation. Et évidemment, l'inflation est un puissant coordinateur, par exemple, des négociations collectives pour l'augmentation du pouvoir d'achat des individus. Et si on n'a pas un repère collectif cognitif sur ces questions, eh bien, on ne peut pas dire grand-chose dans ces négociations. Et donc, il constitue, comme on le dit souvent avec ma collègue Dominique Méda, professeure de sociologie à Dauphine, il constitue des cadres, ces indicateurs représentatifs et interprétatifs du monde économique et du monde social. Alors, dans ce grand ensemble, il y a une forme de disqualification possible de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les initiatives sociales ou solidaires sont souvent structurellement ou comptablement disqualifiées lorsqu'elles sont mesurées à l'aune des indicateurs qui sont les plus dominants, le supplément de PIB, de valeur ajoutée, d'emploi, etc. Parce que ce qu'elles font, ces actions, ces initiatives sociales ou solidaires, sont plutôt plus souvent du registre de l'interprétation que de la pure mesure, sauf à homogénéiser l'ensemble des comportements, à les standardiser, ce que certains aussi invitent à faire. Et la difficulté d'évaluer les actions de l'ESS tiennent par rapport peut-être au lucratif, mais pas que, c'est qu'elles ont une spécificité qui est tout à leur honneur d'une certaine manière et qu'il ne faut pas perdre, à mon avis, qu'il faut tenir bon, sur lesquelles il faut tenir bon. Les spécificités du champ de l'ESS, je ne parle même pas de l'ADN des valeurs parce que je n'aime pas du tout cette autoproclamation de meilleures valeurs ici ou là, mais elles ont au moins une sorte d'équivocité dans les diverses finalités qu'elles tiennent. C'est là où ça rejoint l'économie de la qualité qui me tient à cœur, c'est-à-dire que ce qu'elles font peut être interprété de manière très multiple, quoi. Le projet territoire zéro chômeur de longue durée, c'est certainement pas uniquement créer de l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. D'ailleurs, c'est peut-être pas ce qu'elles font d'abord. C'est aussi des dynamiques territoriales qui se créent. Ce sont des émergences d'activités nouvelles qui essayent de tenir à la fois la question écologique, sociale, environnementale. C'est aussi des échecs partiels. C'est aussi, enfin bref, c'est des tas de choses multiples avec des finalités parfois équivoques, en tout cas des multifinalités et qu'il faut tenir. Deuxième spécificité du champ de l'ESS,
c'est que ce sont des émergences. D'ailleurs, dans les présentations que vous m'avez faites un peu rapidement des activités dans lesquelles vous êtes engagé, c'est tout à fait ça. C'est une succession d'émergences avec un caractère inédit souvent des actions, des tâtonnements, ce qu'on appelle de manière, à mon avis, souvent un peu standardisée, des innovations sociales, mais enfin, c'est bien ça, des émergences. Et évaluer des émergences, à mon avis, c'est souvent un peu antinomique parce que souvent, l'évaluation, elle vient précisément instituer quelque chose qui parfois souhaiterait bien n'être qu'en émergence en permanence. Et puis, la spécificité du champ de l'ESS, c'est la gouvernance, c'est-à-dire des organisations souvent réticulaires, des statuts spécifiques, et puis qui mettent de l'importance au processus. Et souvent, l'évaluation du processus est évidemment beaucoup plus compliquée que, à moins de se limiter à compter les moyens, que d'autres. Alors, comment s'y prendre si on pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, avec l'idée que à la fois, on est dans un monde gagné par la quantophrénie, mais qu'en même temps, finalement, quelques indications quantitatives peuvent être des coordinateurs de l'action. Eh bien, dans la littérature, la question se pose sous l'angle de qui décide de ce qui compte. Et qui décide de ce qui compte eh bien, dans les travaux que j'ai menés, en particulier avec Jean Gadret sur les nouveaux indicateurs de richesse, déjà depuis le début des années 2000, nous ont amenés à réfléchir sous 3 angles. Donc, dans qui décide de ce qui compte, parfois c'est le monde de l'expertise qui compte. Voilà, donc ça convient bien à l'hétéronomie revendiquée par certains de l'évaluation, parce qu'au fond, le monde de l'expertise, ce sont des experts qui ont leur légitimité scientifique, qui parlent pour eux et qu'il ne faut pas non plus complètement balayer d'un revers de manche. Moi-même, après tout, vous m'appelez ici en tant qu'expert. Et donc, ils viennent avec leur champ sémantique, leur outillage, leur représentation. Bon, mais la difficulté que je trouve, c'est que souvent dans le monde de l'évaluation, les experts les plus en vue sont souvent des économistes. Et les économistes, souvent, ils arrivent avec un champ sémantique bien particulier. Et en particulier, ils ont comme langage prioritaire ou favori le langage de la monnaie. Et ils viennent essayer de mettre un prix sur des tas de choses qui n'ont pas de prix. Et ils ont concocté des Social Return on Investment, des SROI par exemple, qui viennent préparer les esprits à ce que tout puisse avoir un prix, y compris des choses qui normalement échappent complètement à la fois à la valeur économique, aux marchands, etc., etc. Donc, c'est à la fois pas complètement inintéressant de recourir au monde de l'expertise pour décider ce qui compte, mais il y a évidemment des apories, et en particulier celui en tout cas, peut-être pas de la marchandisation, mais du recours au monde du langage monétaire. De l'autre côté, à l'autre bout du spectre, il y a le monde de l'individu, c'est-à-dire qu'au fond, sur toutes les questions, y compris qui relèvent des effets, c'est très compliqué, disent un certain nombre d'auteurs et de chercheurs ou d'économistes ou d'experts. C'est très compliqué d'essayer de convenir d'une manière d'indicateurs un peu communs. Et donc, le plus simple, c'est d'aller sonder les individus un à un. On va demander la satisfaction d'un dispositif, d'un projet. Et donc là, on est vraiment sur la révélation des préférences ou des satisfactions très individuelles des individus, d'ailleurs. Et donc, on renvoie à leur subjectivité. Évidemment, pour moi, il y a des revers à cette exacerbation de la subjectivité, c'est que la somme des satisfactions individuelles ne permet pas nécessairement de stabiliser un monde du vivre ensemble. On peut être très satisfait spontanément quand on répond à un questionnaire et rater quand même des très gros enjeux qui relèvent de la soutenabilité des territoires au sens social ou écologique, par exemple. Et pour cela, on a sans doute besoin d'une interaction peut-être plus collégiale. Et cette interaction, elle se joue dans le monde du citoyen, où là, on vise à élaborer des conventions partagées sur ce que c'est que la qualité de vie, le bien-être pour tous. Et ça nécessite de mettre en place peut-être des dispositifs plus délibératifs. Et là, il existe aussi un large spectre de dispositifs délibératifs qui relèvent de méthodes sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir. J'en viens à mon deuxième temps sur le glissement de l'utilité sociale à l'impact social. Alors, il s'avère que je mets en avant Marion Studer, qui a fait le master à Pièce chez nous, puis qui ensuite vient de soutenir une brillante thèse qui s'appelle « Évaluer l'économie sociale et solidaire, socio-économie des conventions d'évaluation de l'ESS et du marché de l'évaluation de l'impact social ».
dans son travail, je ne vais pas vous le résumer parce qu'il fait 400 pages, mais en gros, l'utilité sociale a été mobilisée par les acteurs de l'ESS entre les années 70 et 90, en gros pour réguler le champ de l'ESS et pour consolider l'identité de l'économie sociale et solidaire. Et l'utilité revêt plutôt justement de la convention délibérative que je viens d'évoquer, qui était un peu au cœur de mes trois mondes, le monde de l'expertise, le monde de l'individu ou le monde du citoyen. Alors évidemment, ça renvoie aussi à certains de mes travaux antérieurs de 2012, mais disons que Marion, elle a un petit peu approfondi cette question. Ça, c'était entre les années 70 et 90. Et depuis, l'économie sociale et solidaire a été transformée ou s'est transformée par trois dynamiques au moins, dont certaines ont déjà été évoquées dans ce que j'ai dit antérieurement. D'abord, la délégation des services publics. De plus en plus, l'ESS est quand même considéré par les collectivités locales, territoriales, voire par l'État comme un délégataire de services publics, avec une intégration de réduction de comptes. Il faut rendre des comptes, voilà, au plus gros des financeurs, là où jusqu'alors, il pouvait y avoir des coordinations sur la modalité de la confiance. Aujourd'hui, la confiance a disparu et se transforme par devoir faire la preuve que l'on est efficace. Je pense que l'ESS a été transformé aussi par une deuxième dynamique, c'est le développement du modèle de l'entrepreneuriat social, qui est en train de gagner sans doute, en tout cas dans ce moment de l'histoire, un peu la partie, le French Impact qui a été évoqué tout à l'heure par Bérénice, et sans doute relève de cela, le mouvement Mouv'Es transformé en Impact France, je ne sais pas très bien d'ailleurs comment il faut le dire, Impact France, enfin voilà, tous ces mots un peu qui relèvent du monde anglo-saxon. Et puis, il est transformé aussi par le fait que, à la faveur aussi de tout ce mouvement de l'impact, eh bien, il fait l'objet de nouveaux champs d'opportunités financières pour des raisons que je vais évoquer juste après. Et donc, tout cela, tous ces éléments, eh bien, ont aidé à glissement de l'utilité sociale à l'impact social. Marion, dans son travail, montre, c'est vraiment elle qui est à l'origine de ce graphique. Elle montre que vraiment le tournant néolibéral des années 80, qui a conduit au New Public Management et à la volonté de vouloir évaluer l'efficacité des politiques publiques, mais aussi des acteurs qui les accompagnent, notamment délégation de services publics, des acteurs de l'ESS pour partie. D'un côté, eh bien, on conduit au glissement de l'utilité sociale vers l'impact social. Mais de l'autre côté, on a aussi un capitalisme financiarisé qui se déploie depuis les années 80 et qui est très exacerbé aujourd'hui du fait du quantitative easing et qui conduit lui aussi à des nouveaux champs d'impact investing et qui conduit à de l'impact social. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, souvent, l'impact social... l'impact perd souvent son qualificatif de social et on entend parler d'investissement à impact. On ne sait pas très bien de quoi, mais à impact. Et c'est souvent l'idée selon laquelle les acteurs de l'investissement et de l'actionnariat, du monde de la finance, eh bien, cherchent des nouvelles opportunités d'investir, éventuellement d'une manière efficace et à de la rentabilité assurée par l'État. Je vais y revenir. Donc, il y a un glissement de l'utilité sociale vers l'impact social qui trouve ses racines dès les années 80 dans le tournant néolibéral, mais aussi dans le capitalisme financiarisé. Voilà. Et puis, je voudrais quand même passer quelques minutes, mais je regarde mon temps en même temps, pardon. Hein, bon, ça fait 30 minutes, vous me laissez encore 10 minutes, 10-15 minutes pour poursuivre. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Tout le monde est encore là, tout va bien? Oui, tout le monde est encore là. Pas moi. Oui. D'accord. Après, vous pourrez poser des questions et s'il y a des termes ou des choses, voilà, n'hésitez pas à écrire dans le fil de conversation, voilà, des interrogations, des besoins d'approfondissement. Ok, alors donc j'en viens au point suivant. Pardon, ça vient trop tard. Ah, pardon. Donc voilà. Donc ici vous avez un schéma hyper classique qu'on trouve je travaille actuellement sur l'impact des bibliothèques municipales. Vous voyez, donc on est un peu loin du champ de l'économie sociale, mais enfin c'est quand même assez proche du champ de la culture
et en tout cas des services publics, et au fond, des schémas comme celui que je vous présente ici, ça existe déjà depuis les années 60, conçus par les Américains, à la fois pour essayer d'étendre la question de la productivité à la question de la performance, notamment dans les activités de service. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce graphique? Il dit la chose suivante, il dit en gros, la productivité, c'est normalement le produit de ce qu'on fabrique, par exemple la productivité d'un cure-dent, voilà, c'est le nombre de cure-dents qu'on fabrique rapporté aux ressources qu'on a pour les fabriquer, par exemple le temps de travail. Donc la productivité, c'est le volume de ce qu'on produit rapporté au temps de travail. Et puis comme dans un certain nombre d'activités, en particulier les activités de service, c'est devenu très très compliqué de savoir ce qu'on produit parce que ce qu'on produit quand on produit un ballon, un cure-dent, un ordinateur éventuellement, on voit bien, mais ce qu'on produit quand on produit une activité de service, de l'éducation, de la santé, de l'aide au retour à l'emploi, même de la formation, etc. Évidemment, ce qu'on produit est quand même très compliqué et très complexe à identifier. Et donc, de plus en plus, ont vu le jour des éléments qui relèvent plus de ce qu'on appelle l'output en anglais, mais qui peut être un peu plus ou moins traduit par le produit, à ce qu'on appelle l'outcome et qui relèvent des résultats. Et donc, quand vous rapportez vraiment dans un ratio, hein, ça c'est vraiment du management quasiment, et quand vous rapportez dans un ratio l'output ou le produit aux ressources, aux inputs, ça s'appelle de la productivité. Quand vous rapportez l'outcome ou le résultat aux ressources, à l'input, au nombre de personnes qui travaillent, ben ça s'appelle l'efficacité en français. En anglais, il y a d'autres termes. Et puis, ben, aujourd'hui, finalement, on a juste prolongé ces rapports de performance ou de productivité qui se sont ensuite appelés efficacité au rapport d'impact. Parce que finalement, quand vous rapportez les impacts aux inputs, quand vous rapportez les impacts qui pourraient être les résultats mesurés du contrefactuel, c'est-à-dire que se serait-il passé que s'est-il passé, moins ce qui se serait passé si il n'y avait pas eu l'action menée, si toutefois on arrivait à mesurer cela, eh bien, le rapport des impacts aux inputs, c'est ce qu'on appelle le SROI quand on le calcule. Donc, en fait, le SROI, c'est une sorte, le Social Return on Investment, ou bien le retour sur investissement social. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est uniquement une expansion de la productivité qui a été dans un premier temps d'abord étendue à l'efficacité, qui s'appelle maintenant le retour sur investissement social. Et donc, je répète, l'impact, au sens vraiment qui est utilisé aujourd'hui par celles et ceux qui le mobilisent le plus, c'est-à-dire la finance à impact, c'est simplement et en même temps c'est très héroïque de penser qu'il est possible de le mesurer, c'est l'idée selon laquelle vous avez des impacts intentionnels d'une action que vous menez. Alors évidemment, une action, est-ce que c'est une action, est-ce que c'est une politique, est-ce que c'est l'ensemble de la mission de votre organisation? Évidemment, on rejoint les questions préalables que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, vous essayez de mesurer ce qui se serait passé si vous n'aviez pas eu votre organisation, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu la loi des 35 heures, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu la mise en place de l'expérimentation territoire zéro chômeur, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu l'organisme de formation qui s'est présenté tout à l'heure, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu Y ou que sais-je, enfin voilà, ou que se serait-il passé si je n'existais pas, enfin voilà, donc c'est vraiment ça. Et on se dit, on mesure l'écart entre le fait que j'existe et le fait que j'aurais pu ne pas exister. C'est ça vraiment la mesure d'impact, en tout cas dans ce qu'elle a de plus pur et de plus léché. Et on rapporte ça aux ressources pour avoir mis en place cet objet et on obtient des mesures à impact, en fait. Hein, c'est un peu ça l'idée. Évidemment, plus on est vers les impacts, plus on s'éloigne du produit et de ses résultats mesurés en contrefactuel, eh bien moins ça va de soi. Plus il y a des incertitudes, plus on a besoin d'interpréter, et plus on doit se poser la question du sens social, et plus il y a des interactions avec l'environnement qui sont impossibles, de mon point de vue, à neutraliser en quelque sorte. Parce qu'évidemment, mais je vais y revenir après. Alors, le monde de la finance d'impact s'intéresse extrêmement à ces projets d'impact. D'ailleurs, elle s'appelle la finance d'impact. Elle est intéressée par des nouveaux champs d'opportunités d'investissement parce que depuis le début, depuis la crise financière et 2011, la Banque centrale européenne a fait ce qu'on appelle des politiques de quantitative easing en inondant le marché
de facilité et de ressources économiques et les investisseurs ne savent plus quoi faire avec leurs finances. Ils voient bien que l'énergie fossile, qui était très lucrative, est peut-être plus la nouvelle perspective, et donc ils se lancent vers la finance, vers le financement du social. Et donc, ils sont à la recherche d'investissements à bonne rentabilité, peu risqués. Et ça tombe bien puisque l'État est en train d'assurer un soutien à l'impact social, et il vient garantir finalement des retours sur investissement qui permet à ces investissements d'intervenir vraiment, de s'engager vers le financement du social. Et l'exemple récent, le plus récent, c'est celui du sommet de l'impact social qui s'est tenu il y a quelques jours et qui a beaucoup influencé ce que je voulais vous dire ce matin. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris le temps d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale il y a quelques jours où il faisait 23 degrés. Et donc surtout, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui se met au régime de la sobriété énergétique, dans lequel il y avait plus de 1000 personnes, paraît-il 3000 personnes qui ont fait la queue, qui n'ont pas pu rentrer, et qui a été le sommet de la mesure d'impact social, la mesure de l'impact, 142 intervenants, 1600 participants, 3000 personnes qui n'ont pas pu rentrer, donc, qui a été organisé par l'Impact Tank de Jean-Marc Borrello, du groupe SOS, voilà, et dans lequel il y avait énormément, la plupart des intervenants, on a compté avec ma doctorante, on compte que la moitié des intervenants étaient des intervenants du monde bancaire ordinaire et du monde de l'investissement économique et financier. Est-ce que la finance peut s'occuper de l'intérêt général ? C'est une vraie question. Hein. C'est vraiment un peu mon leitmotiv. Eh bien, Alexandre Loury du groupe SOS, justement à ce sommet de l'investissement, dit ceci: on est passé des statuts à l'intention. Le bien commun n'est pas le monopole des services publics. C'est une vraie question. Aujourd'hui, le problème mais ce sont des problèmes, à mon avis, d'un second ordre par rapport au point A, hein, sur lequel on pourra éventuellement rediscuter. Le problème de la mesure d'impact, c'est que, au-delà du fait qu'on cherche à mesurer des contrefactuels, il y a une importance énorme accordée à des volumes de ce qui est mesuré. Le nombre de CMU traités, le nombre de patients suivant ou reprenant un traitement, le nombre de personnes qui retournent à l'emploi, les délais d'examen des demandes d'asile par l'OFPRA, les consommations annuelles d'alcool par habitant, la part des bénéficiaires du RSA sans emploi qui reprennent une activité. Vous voyez, on est en permanence en train d'essayer de chercher des indicateurs de volume qui permettront d'essayer d'identifier ce qui va ou ce qui ne va pas, et si on a des effets escomptés sans jamais tenter, ou peu, en s'intéressant peu aux questions de qualité, parce qu'évidemment, les questions de qualité échappent à la mesure. Et or, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mesure et c'est ce qui est mesurable qui viendra légitimer ce qui peut être fait. Ça nous a été redit au sommet de l'impact. Or, par ailleurs, le contrefactuel est parfois difficile à estimer. Comment estimer, par exemple, dans un projet de médiation sociale, le nombre de conflits qui ont été évités? Comment mesurer le taux de non-retour au conflit? Comment éviter dans l'école le nombre de redoublements évités par la performance extraordinaire des professeurs? Comment mesurer le nombre de récidives évitées, qui évidemment est au cœur des mesures d'impact, puisqu'il s'agit de travailler sur ce qu'on appelle le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu l'organisation ou la mesure faite. Et puis évidemment, il y a toujours des éléments occultés, extrêmement occultés dans ces mesures d'impact, puisque on cherche, ce qui est plutôt tout à l'honneur d'ailleurs de l'impact, à regarder ce qui se passe de bien en essayant d'éviter de toujours pointer le doigt sur ce qui ne va pas bien, mais il y a évidemment de la gestion d'impact négatif qui passe parfois sous le tapis. Il y a des éléments néfastes qui sont peu ou pas comptés, de manière intentionnelle ou inintentionnelle, et puis de toute façon se pose la question de savoir jusqu'où on va dans les périmètres de ce qui va être compté. Et la question aussi se pose de savoir si le cadre est vraiment win-win, c'est-à-dire est-ce que ce qui est bénéfique pour les uns est toujours bénéfique aussi pour les autres? Est-ce que l'impact social dépend aussi de la perspective qui est engagée? Il se peut qu'il s'agisse d'un coût pour d'autres. Vous avez sans doute des exemples dans la tête.
J'en viens à ma conclusion pour laisser du temps à la discussion. C'est un point 3 et des conclusions, puisqu'on est quand même toujours sur les grands enjeux. On parlait tout à l'heure de l'équivocité des finalités, en particulier dans le monde de l'ESS, c'est-à-dire, au fond, les acteurs de l'ESS ont toujours des projets à multifinalité, et c'est tant mieux parce que la vie est multifinalité. Moi, je n'ai pas un seul objectif. Mon seul objectif dans la vie n'est pas simplement d'être sur Terre pour faire de la croissance économique, ni forcément pour travailler plus longtemps. Donc, je pense que ce qui vaut pour un individu, puisque vous aviez dit à un moment que l'humain était au cœur de ce que vous pensez, vaut aussi pour des organisations humaines. Elles sont de manière inhérente à multifinalité, surtout lorsqu'elles revendiquent d'être de l'économie solidaire ou de l'économie sociale. Et donc, les outputs et les outcomes que j'évoquais tout à l'heure, comme si ça allait de soi, ne vont pas de soi. Et ils sont potentiellement en concurrence. Il se peut qu'on ait des résultats de court terme qui soient efficaces et qu'à long terme, ça soit inefficace. Et sans doute aussi vice-versa. Et donc, il faut se poser la question d'à quoi servent les actions qui sont menées, mais sans doute encore plus largement, qu'est-ce que faire société? Et faire société, ça nécessite sans doute de se mettre à distance de ces mesures d'impact. Deuxièmement, et c'était inhérent au graphique que j'ai présenté tout à l'heure, qui se termine en entonnoir, input, output, outcome, impact et social value, même parfois encore maintenant, rajouté derrière. Ça laisse entendre qu'on est dans des schémas causaux linéaires, et donc la question se pose de savoir si tout ça ne fait pas système et si on est vraiment dans des causalités. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte ou un faisceau d'actes qui provoque les effets souhaités? Voilà, c'est une vraie question, d'autant qu'on est toujours aussi dans des environnements qui bougent en permanence et qui sont structurellement instables, et ça renvoie à l'imputabilité aussi individuelle et sociale. Est-ce qu'on est sûr que c'est le territoire zéro chômeur de longue durée qui permet à des gens de retrouver un emploi, ou est-ce qu'on est dans un contexte qui est favorable ou au contraire moins favorable, ou est-ce que c'est l'ensemble d'une dynamique et d'une somme d'énergie qui sont en interaction qui permet de construire un terreau favorable, ou au contraire qui sera moins favorable au retour à une dynamique sociale et écologique soutenable. Voilà, et mon tout dernier point, c'est que n'oubliez jamais que quantifier n'est pas un acte neutre, il embarque avec lui des théories, des philosophies, des représentations du bon, du bien désirable, et donc du politique, et donc au total, tout est politique. Voilà, merci à vous. Merci. Oui, je vois Léopold qui a envie d'applaudir. Merci beaucoup. Je vous propose de rallumer vos... Merci Florence. Moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que ça fait partie des réflexions qu'on mène. Il y avait beaucoup de mots pas évidents, peut-être, pour tout le monde. Je vous invite maintenant à être plus dans une interaction, peut-être à tous rallumer vos caméras pour qu'on se voit, parce que c'est toujours plus agréable. Marielle, je ne sais pas si tu peux aussi, quand tu t'exprimeras, allumer ta caméra si tu le souhaites. Voilà, et Elisa, si tu peux allumer ta caméra, c'est bien aussi, merci. Voilà, je vous invite à laisser place à vos questions, à vos interrogations, de manière assez libre. Qui se lance? Séverine, Jessica, vous pouvez aussi ne pas être d'accord. Je ne peux pas parler. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai trouvé la solution. Vous pouvez m'excuser. Tu peux te présenter, Séverine, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'avais un problème d'ordinateur tout à l'heure. Je suis Séverine Toulis et je fais du conseil et de l'ingénierie en innovation sociale et territoriale. Je suis à la Maison de l'Initiative à Toulouse, qui est une CAE. Je m'intéresse beaucoup à ces questions. Alors, je suis aussi cofondatrice et administratrice de Cities Occitanie, qui est une coopérative d'autopartage, et où nous sommes penchés récemment sur les questions d'innovation sociale et de mesures d'impact. Voilà, ça m'a interpellée. Je suis quand même assez intriguée. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre intervention qui distingue évaluation et mesure. Je vous remercie.
c'était assez dense, donc j'ai besoin d'un peu digérer tous ces propos, mais ça va dans le sens de ce que j'intuitais en fait sur les risques en tous les cas. Les risques de cette nouvelle approche du tout mesure, de toute l'évaluation. Voilà. Donc, je n'ai pas de questions pour le moment, j'ai besoin de digérer un petit peu, mais je veux bien entendre les autres participants sur les retours d'expérience et les questionnements. Alors, qui veut bien parler, ou même en tant que porteur de projet, hein, qu'est-ce que ça vous évoque? Je sais que Julie, Sophie, on était ensemble il y a quelques jours et on a évoqué ces questions. Voilà, allez-y librement si vous le souhaitez. Bonjour à tout le monde, si je peux me permettre. Donc, je m'appelle Éric Cousin, je suis enseignant-chercheur en informatique au départ et maintenant en transition sociétale, enfin écologique et sociétale à IMT Atlantique, qui est une école d'ingénieurs, et moi je suis sur le campus de Brest. Et donc dans les formations qu'on assure à nos élèves, il y a notamment une partie qui est dédiée à la notion d'étude d'impact. Et donc, nos élèves, typiquement, ils vont faire des actions d'engagement sociétal. Ça peut être d'aller donner des coups de main, de l'aide aux devoirs, ça peut être aller visiter dans les prisons, ça peut être des choses qui sont plus en lien avec l'écologie, enfin des projets comme ça. Et donc, nous, on leur fait réaliser une étude d'impact de ce qu'ils font en leur demandant d'analyser. Donc, j'ai bien aimé la présentation de Florence, puisque ça m'a permis de mettre des mots et d'avoir des points de vue que je n'avais pas, puisque je n'ai pas une formation ni en économie ni en sociologie. Donc, moi, je suis plutôt dans le côté mesure physique, en fait. Et donc, on leur fait manipuler des notions comme la finalité, les objectifs, les critères, les indicateurs, des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai pas de questions particulières à poser, mais c'était juste pour dire un petit peu en quoi ça a résonné un petit peu par rapport à mon vécu professionnel. Et donc, j'ai beaucoup aimé l'introduction justement qui insistait sur le fait que évaluer, ce n'est pas la même chose que mesurer. Donc, chose que je n'avais pas forcément bien conscience. Donc, merci Florence. Voilà. Donc, si après il peut y avoir des questions, je ne sais pas, on verra. Une autre personne? Est-ce que Jessica ou Léopold ou Sylvain, vous avez un commentaire à faire? Alors, moi, je n'ai pas de questions particulières. Je voulais déjà remercier Florence. Donc, Jessica Renardi, Graines Occitanie, on est une association, enfin un mouvement national d'éducation populaire qui travaille sur les questions de citoyenneté mondiale et notamment d'économie sociale et solidaire. On se penche actuellement sur les questions de mesure d'impact. Et moi, alors je suis vraiment pas encore dans le sujet, donc c'était plutôt en amont de ma réflexion. Et ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est de me rendre compte à quel point le fait de vouloir mesurer pouvait distordre finalement l'action en elle-même. C'est-à-dire que voilà, qu'il y a une influence, en tout cas, de l'évaluation sur ce qu'on va mener et pas forcément dans un sens positif. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir mesurer l'impact ou évaluer l'impact dans une volonté d'amélioration continue, mais je n'avais pas forcément conscience de la distorsion que ça pouvait provoquer. Alors, merci. Merci. Je peux intervenir là-dessus? Oui, je me dis, ça peut être on te laisse un petit peu intervenir par rapport aux premières réactions, puis on refera un tour, si ça vous va. J'ai peut-être une intervention qui va compléter celle de Jessica, si je peux me permettre. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je rajouterai une dimension. Alors,
parmi mes activités, moi, je fais de la formation en animation volontaire, la formation BAFA et BAFT, donc d'animateur et de directeur en accueil collectif de mineurs. Et ce sont des formations où on est à la fois formateur et évaluateur. Donc, du coup, il y a des choses qui m'interpellent, et notamment, donc, une des choses qui interpelle les formateurs en animation volontaire depuis longtemps, c'est à quel point l'évaluation et la casquette d'évaluateur prend du temps sur la formation et sur l'action, en fait, et sur la transmission pour ce qui est du cadre de formation. Et c'est ça un petit peu la question qui m'habite aujourd'hui, c'est de me dire, bah ouais, si on fait de l'évaluation d'impact, ça peut potentiellement être intéressant, mais du coup, ça va prendre du temps qui ne va pas être mis sur le travail de la qualité de nos prestations, quoi. Et voilà, c'est le point de tension sur lequel je veux mettre le doigt. Voilà. Très bien. Alors, vous abordez plein de points qui sont vraiment intéressants et ça tombe bien parce que c'est vraiment très complémentaire à ce que j'ai présenté jusqu'ici. Alors, la première remarque, elle porte sur ce qu'on appelle un peu en sciences sociales et en sciences du langage parfois la performativité, c'est-à-dire quand dire, c'est faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, disons qu'il y a des effets rétroactifs. C'est ce que je disais quand je disais que la mesure, elle n'était pas simplement un reflet de la réalité, mais elle finissait par l'instituer et pas forcément, effectivement, pour le meilleur, ça peut être aussi très contre-performant. Il y a des exemples multiples, mais que vous connaissez très bien dans l'économie sociale. Et pardon, mon propos était un peu dense, mais Bérénice m'avait dit qu'on était là avec un groupe qui réfléchissait d'habitude sur l'impact, donc je pensais que je pouvais en ajouter une couche sans reprendre le BABA, mais je n'avais pas bien compris qui était le profil des participants. Alors, donc, les réseaux sont… Enfin, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. J'essaie de justifier en même temps voilà, un propos qui était un peu dense. Et donc je vais prendre un exemple qui est pris vraiment très, très souvent et qu'on retrouve dans mon bouquin 2012 aussi. C'est si vous, dans l'insertion par l'activité économique, si le financeur vous dit il faut impérativement que 80% des personnes qui sortent du dispositif au bout des 2 années soit en emploi 6 mois à la sortie, sinon on ne vous finance plus. Donc ça vous fixe un objectif quantitatif d'impact d'une certaine manière, hein. C'est vraiment le b.a.-ba de l'impact. Il faut que 80% des personnes qui passent par votre dispositif soient en emploi 6 mois après la sortie. Ben, si c'est que ça conditionne véritablement les financements, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous triez à l'entrée le public. Et vous prenez des publics dont vous savez a priori qu'il va être plus employable à la sortie, quelle que soit l'action que vous avez menée. Mais si vous triez à l'entrée votre public, bah votre mission change de nature. Vous prenez plus des gens très, très éloignés de l'emploi, vous prenez des gens qui ne sont pas trop éloignés de l'emploi, et vraiment, on est dans la transformation même de la nature de la mission qui doit être menée. Et je pourrais vous donner évidemment des exemples identiques sur territoire zéro chômeur dont j'ai suivi à la fois les premières expérimentations puisque j'ai analysé le processus pour le ministère du Travail, mais je peux prendre un autre exemple encore plus basique. Voilà, au fond, le problème, c'est que souvent, les mesures d'impact mélangent l'impact aussi et ce qu'on appelle la productivité dans un sens industriel, c'est-à-dire on demande aux gens de faire plus vite dans l'aide à domicile auprès des personnes âgées dépendantes qui à la fois relèvent du service public parfois, mais souvent aussi du secteur associatif et maintenant du secteur privé lucratif. Vous pouvez demander aux aides à domicile de faire plus vite les gestes qu'elles faisaient avant moins vite, hein, et elles peuvent être plus efficaces. Mais elles vont faire à la place des personnes âgées et non plus avec elles. Et donc, on se trompe de mission, mais véritablement. C'est-à-dire, et d'ailleurs, la perte de sens au travail est souvent en lien avec ces mesures d'impact. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, je dois dire qu'en un an de temps, puisque je fais souvent des conférences comme celle-ci, en un an de temps, je vois bien que toutes celles et ceux qui sont maintenant dans le champ de l'ESS se lancent dans des mesures d'impact. Et ça, c'est
Avant, c'était 5%, 10%. Maintenant, là, autour de la table, là, vous êtes, c'est 80%. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie d'une coordination qui ne se fait plus par la confiance, mais qui se fait par faire la preuve de ce qu'on est en train de faire? Et qu'est-ce que ça signifie de la possibilité de mettre en concurrence les activités les unes par rapport aux autres? Enfin, je suis en fait, sans doute que mon propos, il n'est pas assez alarmiste, parce que je vois bien que… Mais je pense que c'est… En fait, je pense que c'est dramatique, quoi, que tout le monde s'engage comme ça dans la mesure d'impact. Et alors, j'en viens au troisième point. Enfin, c'est dramatique parce que je pense que personne ne prend la mesure de ce que ça va signifier de la mise en concurrence de tous les acteurs les uns par rapport aux autres, y compris lorsqu'ils seront sur des activités qui, normalement, sont incommensurables les unes par rapport aux autres. Parce qu'avec des méthodes standardisées, on sera en capacité d'évaluer l'impact voilà, d'un projet d'emploi versus un projet écologique, versus un projet d'habitat partagé, versus un projet de prison, etc., etc. Enfin, voilà, dans toute l'hétérogénéité que connaît l'ESS. Et j'en viens donc au troisième point qui a été évoqué par le dernier intervenant, sur, évidemment, à la fois les mesures ne font pas que refléter, mais elles instituent avec de la contre-productivité possible. Mais en sus, elles sont coûteuses en ressources. Elles sont très coûteuses en ressources. Au sommet de l'impact, MSF nous disait que sur une évaluation, ça leur avait coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros juste pour évaluer par une évaluation par ce qu'on appelle le Golden Standard, donc expérimentation aléatoire contrôlée, 1 million d'euros. Et on sait que les travaux d'Esther Duflo sur les expérimentations aléatoires contrôlées, vous allez voir, GEPAL, pauvreté, etc. Gaël Giraud a montré à quel point ça avait des effets d'éviction, c'est-à-dire ça siphonnait les fonds au détriment de l'aide directe. C'est-à-dire que vraiment, c'est à la fois, vous voyez bien tous les chiefs, voilà, c'est une couche finalement bureaucratique administrative de plus. Vous avez des chief officers en impact social, vous avez en plus, on prend toujours des terminologies anglo-saxonnes, donc chief officer en social impact, encore ça fait sérieux. Vous avez, voilà, et ça c'est vraiment un effet d'effiction au détriment vraiment de la dynamique elle-même. Bon, voilà, donc je peux dire que ça, j'ai aucun moyen, j'ai aucune force, mais vraiment, l'analyse, pour moi, elle est assez spectaculaire, quoi. C'est très spectaculaire. Quant à penser voilà, qu'on puisse être séduit par des investisseurs sociaux qui viennent avec des millions d'euros sous réserve que vous mettiez aussi des paquets de millions pour l'évaluation, ça fait des investisseurs les nouveaux leaders dans ce qu'est l'intérêt général. C'est-à-dire c'est eux qui vont être amenés à dire là où ils voudront mettre des fonds, alors qu'avant, ils revenaient quand même à l'État de dire, au moins, si pas en pensant l'intérêt général, au moins avec une vision politique. Voilà. Tandis que là, on va être dans une vision de celui qui aura la meilleure rentabilité sociale. Alors, je vais intervenir sur ce point, peut-être pour faire une ouverture qui correspond à notre positionnement aujourd'hui. Hein. Donc, on est effectivement dans un univers qui est aujourd'hui, ce mot, on va dire ce mot, impact social, s'est diffusé à une vitesse grand V et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, des organisations comme celles qui y sont présentes, en tout cas s'embarquent sur ce sujet de la mesure d'impact social. Et pour nous, notre position, c'est de dire, alors je sais qu'on, comment dire, quand on n'est pas d'accord, soit on se bloque, soit on trouve un petit peu des manières. Nous, notre position, c'est de dire aujourd'hui, il faut qu'on ait un débat sur les questions d'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut retravailler la question de l'évaluation avec nos parties prenantes et plutôt bâtir un écosystème de l'évaluation. C'est tout le sens du projet qu'on partage avec le Mouvement pour l'économie solidaire et le RIPES Europe, donc un projet qui s'appelle Devisus. Je vais
dont vous entendrez parler dans les mois qui viennent. Déjà, on a une première mobilité européenne pour échanger sur nos pratiques et méthodologies. Et dans notre idée, par exemple, sur un territoire comme Toulouse Métropole, mais on peut imaginer une démarche plus à l'échelle régionale, c'est de se dire aujourd'hui, si on veut vraiment être un petit peu plus, comment dire, plus ensemble aussi, plutôt que dans la compétition, la concurrence, etc. Si on veut être plus ensemble sur la notion d'évaluation, il faut qu'on partage nos pratiques et qu'on partage nos manières de faire et nos manières aussi de nous questionner. Donc, le projet du Visus, il vise plus à essayer de mettre en place un écosystème de l'évaluation pour répondre aux besoins des organisations ESS, que ce soit en démarrage de projet, pendant que le projet existe, etc., etc. Mais on sait que sur ces notions d'évaluation, les besoins sont assez différenciés et que c'est certes pas la question de la mesure d'impact qui est essentielle, et notamment si elle est inscrite uniquement dans une organisation. Alors, on peut parfois avoir besoin de le faire pour un investisseur, un financeur. Bon, voilà, je dirais que ça, c'est… je crains malheureusement qu'on ne puisse pas aller à l'encontre de une espèce mainstream là, mais par contre que dans les territoires, on se réapproprie la question d'évaluation, qu'on puisse aussi travailler, par exemple, je pense au réseau des ressourceries qui aujourd'hui travaille ou au mouvement Sol. Le mouvement Sol, au niveau national, il a travaillé vraiment sur à quoi servent les monnaies locales, mais ils ont fait un travail très systémique. Ils ont fait un travail beaucoup avec leurs parties prenantes, et notamment les citoyens qui créent les monnaies locales sur les territoires. Et de ce fait, ça donne une autre allure à la question de l'évaluation, et ça nous permet de plus être je dirais en réflexion sur mais qu'est-ce qu'on apporte vraiment sur les territoires, plus aussi dans une vision de processus co-construit avec les parties prenantes, ou peut-être à des moments, oui, sur tel indicateur, on va aller regarder la micro-action, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas là l'essentiel. Et je pense que pour retravailler aussi avec les collectivités locales, je prends un exemple, si effectivement notre objet à Toulouse Impact, c'est la lutte contre les exclusions, un des enjeux, c'est ça. Comment on travaille entre organisations sur ce thème-là, et comment on amène aussi des billes pour co-construire une politique publique, ou en tout cas être dans un dialogue dont on a besoin aussi de réétablir, enfin je dirais plus que de réétablir, c'est vrai qu'il n'est pas établi, mais peut-être de rendre plus profond, voilà, plus inscrit comme une démarche normale. Mais ce qui m'intéresserait de voir parmi les personnes qui ont engagé peut-être de faire un retour, je pense à Séverine, je pense aux imaginations fertiles avec Marielle. Voilà, en quoi ce qu'on a échangé là peut aussi comment dire, permettre de faire un pas de côté par rapport à vos activités ou la manière de le faire. Voilà, en quoi ça enrichit votre réflexion? Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un peu une rétrospective sur l'histoire de l'impact, parce que moi, je suis arrivée il y a 3 mois pour la partie rédactionnelle de l'étude d'impact, donc je n'avais pas eu ce temps de prise de recul, donc c'est intéressant d'avoir cette rétrospective et de voir aussi que l'analyse quantitative, des fois, elle éloigne, enfin, même si on pense qu'elle reflète la réalité, des fois, elle éloigne le propos s'il est subjectif, particulièrement pour les structures de l'ESS. Donc, non, c'était très intéressant comme intervention. Moi, je me suis penchée sur ces questions-là très récemment avec la coopérative Cities Occitanie, donc, qui est une coopérative d'autopartage sur Toulouse, dont je suis administratrice. Et nous avons été accompagnés par Elix, qui est une agence d'innovation sociale et territoriale et qui nous a sensibilisés à ces questions. On a conduit ce programme et j'ai trouvé ça très intéressant. Et à la fois, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais c'est quoi cette injonction à toujours tout mesurer?
pourquoi l'ESS est obligé de se justifier aujourd'hui plus que les autres. Donc, ça me travaille un peu le cerveau, je dois dire. Donc, j'aimerais bien, moi, poursuivre la question de l'évaluation plus que de la mesure. J'ai bien aimé ce que vous avez nommé, Florence, sur le fait qu'on a toujours évalué. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on évalue le sensible et le lien aussi. Parce qu'en fait, dans les éléments de mesure aujourd'hui qui nous sont proposés, on est sur des éléments très quantitatifs. Et comment on mesure la qualité du lien et même si moi j'avais participé à l'échelle de la métropole au programme Spirale que vous connaissez peut-être, je reste un peu sur ma faim de comment on rend compte de la qualité des liens en fait et du sensible. Voilà, je ne sais pas trop dire comment le dire autrement. Tu Merci. peux nous dire 2 mots sur le programme Spirale parce que là, ça m'échappe. C'est un problème de mémoire peut-être. Ah bah alors, c'était dans le cadre du CODEV, du Conseil de développement de la métropole de Toulouse, il y a maintenant 5-6 ans peut-être, C'est même une plus. méthodologie qui a été mise en place par le Conseil de l'Europe. Ouais. Une Ah oui, méthodologie oui, oui. processuelle par Ok. post-it. Enfin voilà, c'est assez. C'est à la fois c'était innovant, en même temps très très participation, new management. Enfin voilà, il y a à la fois il y a les deux tensions quoi, et qui visait à essayer d'identifier les indicateurs de bien-être territoriaux, mais vraiment d'un point de vue quand même assez individuel. J'étais moi dans le groupe de travail qui a mené au manuel, donc je connais bien Samuel Thirion qui était un peu à l'origine sans doute de l'affaire ici sur l'Occitanie. Et voilà, il y avait pas mal de choses intéressantes, mais c'était une perspective très individualiste de ce qu'était que le bien-être. C'était peut-être le regret qu'on pouvait avoir sur la dimension, voilà, Samuel Thirion du Conseil de l'Europe. J'aimerais bien proposer la question à ceux qui ne se sont pas exprimés. Je pense à Lula, Elisa, Manu, Léo aussi. Moi, je veux bien Tu réagir. peux... Je ne sais pas si, Oui, oui. mais je sais pas si on m'entend bien. On l'entend bien? Oui. Ok, Moi, oui. super. Bah, du coup, ouais, j'ai adoré la présentation. Et effectivement, ça faisait du bien d'avoir une vue d'ensemble, voilà, de l'évaluation et qu'on est passé ensuite plutôt à la mesure d'impact avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Et l'idée, enfin, ce que j'avais en tête, c'était au lieu d'avoir donc des indicateurs qui sont plutôt quantitatifs, du coup, la question des indicateurs qualitatifs, on va dire sous quelle forme, ça rejoint peut-être la question de Séverine, c'est sous quelle forme on peut réussir à mettre en avant, en fait, qu'est-ce qui fait quand même que dans un projet, il se passe des choses qu'on peut évaluer, puisque effectivement, ça a toujours existé et c'est plutôt positif. Et voilà, sous quel. Enfin, je ne sais pas s'il y a des exemples un peu d'indicateurs qualitatifs voilà, qui marchent bien déjà. Je ne sais pas si dans ce cas-là, ça s'appellera des indicateurs, parce que en fait, le problème de l'indicateur, c'est que il est inévitablement quantifié, même s'il veut quantifier du qualitatif, en fait. Le nombre de fois où les gens vont sourire, le nombre de personnes qui sont, vous voyez, le nombre de personnes qui vont être satisfaites de quelque chose, déjà là c'est du qualitatif en quantité. Donc il faut, je pense, revendiquer la possibilité d'avoir recours à des modalités qui soient moins quantitatives et recourir aussi à la question de la monographie. Enfin, je vais faire un peu de politique, mais n'y voyez pas malice là, mais j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être entendu le discours à l'Assemblée nationale de Ruffin sur voilà, sur les retraites. Et franchement, il a pris 4 exemples. Et les 4 exemples marquent beaucoup plus les esprits que 3 chiffres. Et donc, de temps en temps, faire des monographies, alors évidemment, sans être dans des narrations trop orientées, mais en se disant, on essaye de prendre un panel éclectique. En fait, je pense qu'il faut essayer de réhabiliter, et vous avez le pouvoir de le faire, de réhabiliter d'autres manières de faire que simplement par les indicateurs dans des tableurs Excel. Ça, c'est mon premier point. Et aussi parce que c'est une manière de vous prémunir du comparatif qui pend au nez vraiment des acteurs. Et donc aussi, c'est une manière de reprendre un peu le pouvoir sur le langage, d'une certaine manière, qu'on ne peut pas quand même que laisser dans les mains des économistes, parce que sinon, mon Dieu, quelle pauvreté. Et puis, la deuxième chose, peut-être, c'est en amont de cela, c'est-à-dire, j'aime bien les questions
j'espère que j'ai un peu aidé, mais pas aidé, mais essayé de cheminer autour de la réflexion sur mais pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, quoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont ici autour de l'écran ils ont une injonction à mesurer l'impact. Et je pense que l'une des raisons, c'est F. Chiapello qui l'évoque pas mal dans ses travaux, c'est la succession d'intermédiations et le manque de proximité qu'il y a avec les financeurs. Les financeurs sont de plus en plus des êtres abstraits et donc il y a des pertes de confiance. Et donc, je pense qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait des questions beaucoup, beaucoup plus structurelles qui soient posées à cette occasion, à la faveur peut-être de réflexions sur l'impact, mais qui tournent autour de comment faire pour qu'avec les parties prenantes, y compris les financeurs, on retrouve l'élégance de la confiance. Et je pense que l'idée selon laquelle l'évaluation d'impact s'impose à nous, non, il n'y a rien qui s'impose à nous. Tout ça, ce sont des processus humains qui ont été… Et donc, l'émancipation, elle passera certainement pas par des indicateurs. Voilà. J'en suis là de mes réflexions aujourd'hui et j'avais envie de… Puisque Bérénice l'a proposé, j'avais envie de les discuter avec vous. Ce n'est que un partage. Il y a Séverine qui veut s'exprimer. Je voulais juste dire que ce qui me vient aussi, je laisse la parole à ceux qui ne l'ont pas fait, mais c'est ce besoin absolu de contrôle qu'on ressent beaucoup aujourd'hui au sein de la société et qui presque interdit l'imprévu. On a besoin d'avoir un contrôle sur l'imprévisible et ça fait écho pour moi aussi aux questions du lien que l'on a au vivant aujourd'hui. Figurez-vous que j'ai écrit un article qui va bientôt paraître sur un travail que j'ai réalisé qui n'a rien à voir, mais enfin quand même, sur la mortalité, comment on a compté les morts dans les EHPAD pendant le Covid. Et je montre au fond que plus il y avait de l'incertitude radicale et plus on nous a asséné de chiffres. Et c'est vrai. Tous les jours, il y avait une litanie de chiffres qui nous étaient présentés dans les médias, alors même qu'on était dans une situation de non-maîtrise totale. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse cette dialectique-là qui s'oppose à nous entre une avalanche de chiffres dans un monde de plus en plus incertain. Et vous avez raison, je pense que là, il faut peut-être aller explorer peut-être… la psychologie des régulateurs, de ceux qui financent aussi, quels qu'ils soient, et qui ont le sentiment qu'ils maîtrisent par les chiffres des situations qui sont de plus en plus incertaines radicalement. Merci. 1 minute, Sylvain, c'est ça? Ouais, moi, ça va être très rapide. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Léopold. Et il me semble que ça pose aussi la question des objectifs qu'on se fixe, parce qu'il y a des objectifs qui sont mesurables plus facilement d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue quantitatif. Donc, du coup, c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut travailler. Voilà. Okay. Et Julie, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, moi, j'avais vraiment zéro notion sur l'impact et c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup quand on est porteur de projet, de pouvoir mesurer l'impact. Et pour moi, l'idée, c'était surtout aussi peut-être de justifier l'intérêt du projet. Pourquoi est-ce que vous faites ce projet? Quel est l'impact? Et du coup, c'était bien cette discussion. Ça me donne une autre perspective à qu'est-ce que c'est que l'impact et quelles sont aussi les conséquences de cette mesure d'impact. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Ouais. Je vous propose de clôturer là. Ouais, merci un grand à merci. tous présents. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.